Non mais ça va aller, mon Pascal. Oui, bah je sais, ça fait mal au cœur. Non mais on se fait voler nos chroniqueuses par le service public. Mais c'est insupportable. Elle va pas y rester longtemps, elle a besoin de toi. On atteint un niveau. Non mais c'est insupportable. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 7 mai et depuis quelques jours, une nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le paysage médiatique. L'arrivée d'Eugénie Bastier sur France 2. La chroniqueuse a fait ses armes chez Causeur et au Figaro, où elle s'est illustrée pour ses positions parmi les plus conservatrices et réactionnaires du quotidien, ce qui lui vaut logiquement son rond de serviette chez Bolloré, et notamment sur CNews et Europe 1. Pour beaucoup, ce recrutement ressemble moins à un simple mercato médiatique habituel qu'à un nouvel épisode du virage éditorial amorcé depuis des mois sur l'audiovisuel public. Et oui, le grand mercato des médias saison 2027 a officiellement commencé. Dès la rentrée prochaine, Eugénie Bastier devrait donc probablement poser ses valises sur France 2 autour d'une nouvelle émission politique. Enfin, nouvelle, plutôt un vestige des années 80, ressorti du grenier et légèrement dépoussiéré. Il s'agit du grand retour de L'heure de vérité, l'émission culte donc des années 80, remise au goût du jour pour accompagner la présidentielle de 2027. Homme politique, ministre, chef d'entreprise, professeur d'université ou leader d'opinion. En France ou en Europe, des hommes, des femmes réfléchissent, décident, agissent. Tous les dimanches à midi, ceux qui font l'actualité, ceux qui participent au grand débat d'idées nationales ou internationales sont sur le plateau de L'heure de vérité. Le grand rendez-vous politique d'Antenne 2, proposé par François-Henri de Virieu. Que voulez-vous, la tendance générale est à la nostalgie, et qui de mieux pour l'illustrer qu'Eugénie Bastier, après tout, hein. La trentenaire éditorialiste et essayiste est du genre plutôt très perméable aux idées d'un autre temps. Dans un de ses bouquins, par exemple, publié en 2018 et intitulé « Le port émissaire, terreur ou contre-révolution », où elle passe son temps à critiquer le mouvement MeToo, elle écrit notamment, je cite, « Une main aux fesses n'a jamais tué personne ». Interrogée par Léa Salamé à l'époque, voici ce que répondait celle qui se décrit elle-même comme une féministe sceptique. Je m'érige contre la victimisation excessive, qui à mon avis est une régression, puisqu'on considère dans une certaine frange du mouvement MeToo que la femme finalement doit être traitée comme un enfant, c'est-à-dire qu'elle est innocente a priori, et finalement on veut appliquer les mêmes critères aux femmes qu'on applique aux enfants. Et pour moi c'est une régression quasiment victorienne, et je crois qu'il faut hiérarchiser les violences, hiérarchiser les souffrances. Par exemple hier le JDD a fait sa une sur les femmes battues. Il me semble que c'est urgent en effet de combattre les violences faites aux femmes, notamment physiques, mais je trouve que dans ce mouvement qui charrie et qui met dans le même sac finalement de l'allusion sexuelle à la remarque sexiste, en passant par la main sur les fesses jusqu'à l'agression et au viol, on finit par mettre toutes les violences dans le même sac et ne plus les hiérarchiser. Oui, mais féministe sceptique, vous dites. Alors voilà ce qu'a raconté sur CNews le 8 mars 2017, à l'occasion de la journée du droit des femmes. Oui, les choses qui m'énervent le plus dans le féminisme contemporain, c'est que c'est devenu une idéologie et ça n'a plus aucun impact et aucun rapport avec le réel. Et notamment, on nous matraque des inégalités salariales en permanence. Il y a 20-25% d'inégalités entre hommes et femmes. Et on balance ce chiffre comme si les hommes étaient méchants et que finalement, quand ils embauchaient une femme, ils allaient la payer moins parce que c'était une femme. Alors, on ne s'interroge jamais sur les raisons objectives de ces inégalités salariales qui sont en fait la maternité, le fait que les femmes s'arrêtent parce qu'elles ont des enfants et du coup sont moins performantes au travail. Et bien c'est précisément comme ça qu'Eugénie Bastier a fait son trou en critiquant les évolutions de la société, notamment via le prisme des rapports entre les femmes et les hommes, et notamment en se positionnant à revers de la déferlante MeToo et Balance ton porc. Elle a dénoncé activement le mécanisme de délation qui aurait submergé la planète à la suite de l'affaire Harvey Weinstein. Plus tard, après le tollé provoqué par sa petite phrase là sur les mains aux fesses, Eugénie Bastier nuancera un peu ses propos, disant qu'elle regrette ses mots. Alors peut-être
Bon, mais elle n'a jamais varié d'un iota sur le fond. Derrière une image comme ça de jeune intello, Eugénie Bastier, c'est la panique morale permanente et à tous les étages. Elle pourfend tout progressisme, est obsessionnelle du wokisme et en reprend à son compte à peu près tous les fantasmes de l'extrême droite dans ses chroniques. Un genre de tradwife bourgeoise et bigote, tout droit venu des années 50 et nostalgique d'un monde qui n'existe plus, hostile à celui qui existe vraiment. Elle est hostile à l'avortement, engagée dans la manif pour tous à l'époque. La polémiste estime aussi, entre autres âneries, que la pédophilie dans l'Église bénéficie d'un traitement à charge. Elle est aussi réputée pour avoir été très proche de l'Action française, un groupuscule d'extrême droite, royaliste et notoirement antisémite. C'est elle-même qu'il citait comme une référence auprès de Libé en 2015. Alors depuis, comme pour la main aux fesses, elle s'est ravisée, niant cette proximité auprès notamment de nos collègues de Street Press. Si la journaliste spécialiste des idées marque aujourd'hui ses distances avec le mouvement maurassien, c'est sans doute parce qu'elle connaît son histoire, concluent nos collègues. Et voilà donc que le service public lui ouvre les bras en grand. France Télé n'est pas du genre rancunier parce que Eugénie Bastier ne s'est jamais gênée, elle, pour le critiquer, et notamment pour son coût et ce qu'elle estime être un manque de neutralité, de pluralité. Vous connaissez la chanson, l'audiovisuel public pencherait à gauche. On s'en est pas rendu compte, mais soit. Elle a donc dû voir sa nomination comme un excellent indicateur de ce point de vue, comme à peu près tous les médias réac d'ailleurs qui encensent la décision. Eugénie travaille au Figaro. Elle dirige les pages idées du journal. Elle est jeune. Elle est brillante, elle montre à travers ses articles un talent d'écriture associé à une réflexion sur les sujets qu'elle aborde, sans dogmatisme ni idéologie. Mais ce n'est pas vraiment l'avis de tout le monde, à commencer par ses futurs collègues qui ont publié un communiqué le 5 mai pour le faire savoir. Ils y décrivent la potentielle nouvelle recrue comme une polémiste identifiée pour ses idées très conservatrices et souverainistes, qui revendique clairement ses opinions dans ses éditoriaux et sur ses réseaux sociaux en les soutenant de façon militante. Avant de conclure, elle ne peut donc pas incarner et animer le débat politique sur France 2. Pour la Société des journalistes de France TV, la mission d'un journaliste au sein d'une émission de service public n'est pas de porter un positionnement politique, encore moins lors d'un programme censé éclairer les choix des électeurs pour la prochaine élection présidentielle. C'est donc le fameux débat sur la neutralité qui est ramené ici à un serpent de mer dans le milieu, une tendance assez moderne aussi du journalisme. Désormais, on apprend aux jeunes aspirants du métier qu'ils doivent être neutres absolument, à l'heure où même les robots de ChatGPT et consorts ne parviennent pas à la neutralité. Comment des humains, avec leur sociologie, leur histoire, leurs avis et évidemment leurs biais, tout journaliste soit-il, pourrait-il parvenir à la neutralité ? Le simple choix d'une question à la place d'une autre, la formulation de celle-ci, sa place dans l'interview, c'est déjà un choix éditorial et par conséquent, ce n'est plus neutre. Ceci dit, je rejoins la SDJ de France TV quand ils disent que, je cite, « Les journalistes qui interrogeront les futurs candidats devront nourrir et animer le débat sur la base d'informations vérifiées, de données et de chiffres issus de sources légitimes et crédibles. » Effectivement, mais on peut défendre une opinion avec des informations chiffrées, des sources claires et légitimes, mais choisir de questionner un politique, par exemple, sur la sécurité plutôt que sur l'écologie, même avec des chiffres tout légitimes soient-ils, c'est déjà pas neutre. Voilà, il serait temps d'arrêter de se cacher derrière son petit doigt. D'ailleurs, j'ai habilement coupé la fin de la phrase que je viens de citer, puisque là aussi, je m'en agace. Je la cite, « Dans le respect des opinions de chacun », dit donc le communiqué. Et encore une fois, non. Toutes les opinions ne sont pas respectables, ni même autorisées d'ailleurs, et il serait bon d'y faire attention. Quand le service public invite le 18 avril dernier Simon Moss, l'influenceur suprémaciste et progénocidaire qui prospère allègrement sur X, pour commenter l'actualité, 2 mois avant, cet homme qualifiait la population de Gaza d'animaux. Selon moi, c'est ni neutre, ni respectable.
Pour autant, réduire le débat à la simple question de la neutralité journalistique, c'est un peu passer à côté de l'essentiel, voyez. Personne n'est totalement neutre, on l'a dit, surtout pas dans une rédaction, et tout le monde le sait déjà. Le sujet ici est ailleurs, savoir qui a le droit d'occuper le micro. Alors on sait aussi que le service public est évidemment censé tenir une ligne de crête un peu utopiste de mon point de vue, celle de la distance éternelle, de la neutralité, de la nuance et de l'équilibre des idées, dont acte. Une éditorialiste d'extrême droite sera présente sur le plateau. Pour le reste, c'est Daniel Schneiderman, dans son édito sur Arrêt sur Image, qui tape juste en demandant où sont les écolos, où sont les insoumis, où sont les communistes, où est la gauche dans ce panel du service public de l'audiovisuel, payé avec notre argent et qui doit être neutre. Bastier, pourquoi pas, mais alors une pluralité de Bastier. Oui, parce que si certaines sensibilités politiques sont absentes pendant que d'autres deviennent omniprésentes, la question n'est plus neutralité ou pas, mais qui est invité à parler et à représenter le débat. Ces derniers mois, il faut le dire quand même, on assiste à un virage très droitier du service public de l'audiovisuel, avec notamment des recrutements et des choix éditoriaux assez éloignés de la neutralité. Eugénie Bastier n'est pas la première à être concernée. Plusieurs visages bien connus des médias Bolloré et des sphères proches de l'extrême droite ont récemment débarqué sur les antennes du service public. Et c'est pas le cas qu'à la télé publique. La radio n'y a pas échappé non plus, par exemple. Doit-on rappeler la grande purge des humoristes, pour ne citer qu'elle? Daniel Schneiderman voit dans le recrutement d'Eugénie Bastier et d'autres donc un gage donné à la bande à Haloncle, du nom du rapporteur de la très controversée commission d'enquête sur l'audiovisuel public, dont le rapport très décrié a été rendu cette semaine et vise au démantèlement progressif du service. La droite, et plus particulièrement l'extrême droite, qu'on donne aux portes du pouvoir volontiers, veut ouvertement la peau du service public, on le sait. Et à un an de la présidentielle, il semblerait que ça commence à faire paniquer certains haut placés dans la baraque. Alors, on cède du terrain pour se faire bien voir. Et c'est un jeu dont les détracteurs du service public sortent à peu près toujours gagnants. Le fondateur du site de Critique Média écrit que dans ce contexte, le recrutement de la polémiste Eugénie Bastier est un piège supplémentaire tendu notamment à la rédaction de France Télé, toute manifestation d'opposition s'exposant aux reproches de corporatisme et du sectarisme. Pile tu perds, face je gagne. Et on fait une petite pause avant de continuer avec le reste de l'actualité. Si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de connaître les coulisses de l'émission, même de choisir et de proposer des sujets, je vous attends sur le canal Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et vous le savez, sans vous, pas de récap et pas de médias non plus. Depuis plus de 8 ans, notre chaîne télé tient bon en indé, dans un paysage audiovisuel toujours plus concentré et réactionnaire. Chaque jour, nos plus de 25 travailleurs et travailleuses mènent courageusement la bataille de l'info. Mais pour continuer, nous avons expressément besoin de vous. Notre antenne, notre histoire, c'est vous qui la faites vivre. Alors aidez-nous, abonnez-vous aux médias ou faites un don défiscalisé. Toutes les infos sont sur notre site internet. Des médecins condamnés ou radiés pour agression sexuelle en France ont pu continuer à exercer en Belgique, et ce, sans aucun problème. C'est ce que révèle une enquête menée par l'OCCRP, un consortium international de journalistes, avec notamment Le Monde et France 2. Il cite le cas d'un cardiologue de 65 ans accusé d'agression sexuelle sur plusieurs femmes en France entre 2017 et 2018. Il a été condamné en 2024 à 4 ans de prison, dont 30 mois avec sursis, et radié de l'Ordre des médecins français. En théorie donc, impossible de continuer d'exercer sa profession, mais seulement en théorie. Les journalistes du consortium sont parvenus à retrouver sa trace dans un hôpital à Bruxelles. Il s'était en fait inscrit au registre de l'Ordre des médecins belges 2 mois avant sa condamnation définitive en France, et avait donc pu ainsi recommencer à travailler une fois son bracelet électronique
électronique retiré, et ce sans aucun problème. Son cas avait pourtant été remonté à l'IMI, un système d'information sur les professionnels qui exercent dans l'UE, mais les autorités belges n'avaient pas traité le signalement. C'est donc loin d'être le seul cas. Les journalistes ont analysé plus de 2000 alertes faites à l'IMI concernant la suspension ou la radiation de médecins européens pour faute grave. Et entre 2021 et 2025, les autorités françaises ne les ont jamais consultés. Voilà. Des médecins radiés à l'étranger peuvent donc tout à fait exercer en ce moment même en France. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. L'enquête a déjà identifié au moins 2 cas. Mortalité néonatale en hausse, naissance prématurée. Dans un rapport publié ce jeudi, Médecins sans frontières alerte sur les conséquences dévastatrices de la famine à Gaza, sur les mères et les nourrissons notamment, et accuse Israël d'avoir volontairement restreint l'accès à la nourriture et à l'aide alimentaire dans le cadre de la campagne génocidaire en cours. RSF précise qu'avant le début du génocide, il n'y avait quasiment pas de malnutrition aiguë à Gaza. Elle est donc due au blocus israélien et aux attaques contre les infrastructures médicales. L'ONG écrit, je cite, « Israël a restreint l'entrée de denrées alimentaires, a militarisé l'aide humanitaire et sa distribution et ciblé les infrastructures essentielles. Ce sont autant de moyens utilisés pour affamer la population de Gaza et la contrôler. » Les ONG et l'ONU dénoncent régulièrement l'utilisation de la faim comme méthode de guerre, notamment à Gaza, mais aussi au Soudan, alors que le droit international l'interdit. MSF appelle Israël à autoriser immédiatement l'entrée de l'aide humanitaire et des biens essentiels. Au Royaume-Uni, le parti travailliste est menacé par sa gauche et par sa droite. Des millions de Britanniques votaient aujourd'hui pour des élections cruciales, celles des conseillers locaux. Les résultats seront déterminants pour l'avenir du Labour, le parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer, menacé par le parti anti-immigration Reform UK et par les Verts. Il pourrait subir une défaite assez humiliante avec le pire score de l'histoire de ces élections. Le Labour avait pourtant remporté une victoire historique aux législatives de juillet 2024, après 14 ans de gouvernement conservateur. Mais depuis, il est devenu extrêmement impopulaire, il est empêtré dans plusieurs polémiques et les Britanniques reprochent à Keir Starmer de ne pas avoir tenu ses promesses et d'être responsable du virage à droite du parti travailliste. Plusieurs députés travaillistes demandent même sa démission en cas de défaite. Hier, le média recevait Cyril Richer, journaliste à Londres, pour en parler. Je vous laisse regarder un extrait de cet entretien. Il a pris le parti en 2020 en expliquant qu'il était un super ami de Jeremy Corbyn, qui était très très populaire, très à gauche dans le parti. Qu'il allait poursuivre toutes les mêmes politiques, mais bon, il présentait mieux et donc il avait un gage de sérieux, de crédibilité plus importante. Et en fait, il a fallu quelques jours après qu'il ait pris le contrôle du parti pour voir exactement le contraire de ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer une ou deux mesures qui marquent un peu, entre guillemets, qui peuvent faire office de référence dans ce glissement à droite ? Ils arrivent au pouvoir, ils expliquent qu'il n'y a pas d'argent. Toutes les mesures qui auraient pu être prises, comme lorsqu'ils étaient dans l'opposition, par exemple, ils étaient vent debout contre la limitation à 2 enfants des allocations familiales, qui avait été une mesure du gouvernement conservateur. Ils refusent de revenir là-dessus. Ce qui a peut-être le vrai tournant, s'il y a un marqueur, c'est arrivé 3 mois après l'élection, à peine 3 mois, Rachel Reeves qui annonce qu'elle va arrêter ou stopper les aides au chauffage pour les retraités. C'est une mesure qui avait été mise en place par Gordon Brown sous le gouvernement de Tony Blair.
c'est une allocation pour aider les retraités à se chauffer, et on va dire une allocation universelle, quel que soit le revenu, voilà, ils reçoivent. Et donc voilà, et brusquement, 90% des gens qui ont droit à cette allocation n'y ont plus droit. Il faut sachant que la retraite en Angleterre, la retraite d'État, c'est 12 000 euros par an. Hein. Donc ça veut dire que dès qu'on gagne la retraite d'État, on n'a plus le droit à ces aides. Et c'est vu par toute une partie de l'opinion comme une mesure, mais complètement à l'encontre des valeurs du Labour. Et vous pouvez bien évidemment retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre chaîne YouTube, Le Média TV. Les bureaux de vote, quant à eux, ferment à 22h avec des résultats attendus à partir de cette nuit. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Et pour retrouver l'ensemble de nos programmes, rendez-vous sur Free, canal 165, sur Orange, canal 235, sur Molotov, sur notre site internet ainsi que sur nos 2 chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7. Merci, très bonne soirée sur Le Média.